Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 3e épisode du podcast Paroles contre l'antisémitisme, que vous pouvez écouter sur les plateformes Apple Podcast, Deezer et Spotify, et également à partir de cet épisode sur le DAB+, de Radio RCJ, en numérique, en ligne sur le site dans la rubrique RCJ Studio, et également dans les dossiers spéciaux de la rédaction. Un podcast aux valeurs universalistes, un podcast laïque, républicain et antiraciste. Un podcast qui ne devrait pas exister. Elles sont des guerrières, elles forcent l'admiration, elles dérangent car elles prennent de plus en plus d'importance dans le débat public en France. Elles sont de plus en plus suivies sur les réseaux sociaux. Elles sont uniques dans leur genre. Le genre féminin, cheveux au vent, le genre visage découvert et le genre dans lequel je préfère voir les femmes car elles y excellent, le genre libre. Pas du genre à revendiquer la liberté dans la soumission, pour citer le journaliste algérien Kamel Daoud, ni du genre à s'inféoder au discours prosélyte des affidés du charia compatible en France. Elles sont nos féministes, tant attendues. Celles qu'on ne voyait plus dans le paysage associatif, numérique, médiatique, culturel et politique français depuis longtemps. Elles sont la nouvelle garde, nos précieuses combattantes des valeurs laïques et antiracistes, celles qui, enfin, se lèvent pour courageusement dénoncer les mollahs, la folie de la République islamique d'Iran, l'antisémitisme en France et ailleurs, la montée des frères musulmans en Europe et dans notre hexagone. Elles sont nos pittis des temps modernes. Elles ne lisent pas dans l'oracle, dans les temples, mais dans l'avenir de leur matière grise et nous alertent. Elles nous rendent si fiers que j'ai voulu leur tendre le micro. Elles sont une des raisons pour lesquelles je fais ce podcast. Mais qui sont elles ? Aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur et honneur de recevoir à mon micro Mona Jafarian, la présidente de Femmes Azadi. Mona et moi, nous nous sommes croisées dans une autre vie. Aujourd'hui, nous avons changé, nous sommes des femmes, nous avons grandi, et nos chemins se rejoignent pour prendre la même direction. Femme, vie, liberté. Bonjour Mona. Bonjour. Je suis déjà émue par ce que vous dites. Moi, j'ai été émue ce matin en re-regardant plein de vidéos sur le compte de Femmes Azadi. J'avoue que les larmes me sont venues aux yeux. Il y a des choses insupportables qui sont publiées sur votre compte. Insupportables quand on aime la liberté. Alors la première question évidemment pour nos auditeurs et nos auditrices, c'est comment est née Femmes Azadi et quelle est la mission de votre association ? Écoutez, notre mission première est de porter la voix du peuple iranien, qui est bien souvent et malheureusement invisibilisé dans les médias aujourd'hui. D'ailleurs, la plupart du temps, les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux nous disent « mais c'est incroyable tout ce qui se passe en Iran et on est au courant de rien ». Donc ça a vraiment été le but premier de cet assaut, c'était de faire savoir en Occident qui nous sommes, quelles valeurs nous portons. Il y a beaucoup de préjugés finalement sur l'Iran, sur le peuple iranien, et c'était important pour nous de faire connaître nos valeurs, nos racines, notre histoire, et aussi notre lutte qui est finalement à l'opposé total de la République islamique. Et ensuite, nos missions, elles se sont développées, puisqu'on a commencé à mener des actions politiques avec l'Assemblée nationale, le Sénat, etc., le Parlement européen. On a organisé des manifestations chaque week-end pendant quasiment 1 an. On a fait des événements aussi, de grands événements à l'Institut du monde arabe, sous le haut patronage de François Hollande. Là, récemment, on a encore fait une très grande conférence avec des invités de qualité. En fait, notre but, c'est d'alerter. Parce que les gens ont souvent l'impression que le combat des Iraniens est un combat lointain, qu'il ne les concerne pas. Mais la jeunesse iranienne est en train de sacrifier sa vie pour sauver le monde libre et pour sauver nos valeurs ici. Et j'ai l'impression qu'on est bien souvent inconscient du danger qui nous guette et qu'on refuse de voir et qui est sous nos yeux. Alors on va revenir à en effet ce lien entre l'Iran et la France, même l'Europe, et votre combat, qui nous touche nous directement ici. Je voulais savoir quels étaient les défis spécifiques auxquels sont confrontées déjà les femmes en Iran, sous la République islamique. Alors ce qui est très important de savoir, c'est qu'avant 1979, donc avant la révolution islamique, les femmes iraniennes vivaient comme les femmes européennes. Elles ont même eu le droit de vote avant la Suisse. Elles vivaient avec les mêmes droits que les hommes. Et dès l'instauration de la République islamique, ça a été l'instauration de la charia. Donc les femmes ont été obligées de se voiler dès l'entrée en primaire, donc les enfants. L'âge du mariage a été porté à 9 ans. Une femme vaut la moitié d'un homme, que ce soit son témoignage, son héritage. Elle doit toujours vivre sous le joug d'un tuteur masculin.
Elle n'a pas de droit sur ses enfants, très peu. Et si elle décidait de se remarier, elle perdrait le peu de droits qu'elle a. La polygamie est là. Donc, en fait, on est vraiment face à un régime moyenâgeux, obscurantiste et totalement à l'opposé, finalement, de ce qu'était l'Iran. Là, ce que vous venez de dépeindre, ce sont des lois, des dogmes selon la loi islamique ou selon la charia. Est-ce que c'est pareil pour que les personnes qui nous écoutent comprennent la différence ? Alors, on a souvent tendance à dire non, mais il y a l'islam et il y a la charia. Ce qui est une totale aberration, puisqu'en fait, la charia, c'est juste l'ensemble des lois islamiques. Donc, normalement, tout musulman est censé suivre la charia. Maintenant, le problème qu'on a, c'est que quand on applique la charia, on est face à des gens qui veulent vivre comme il y a 1500 ans et qui refusent toute évolution, qui veulent appliquer les lois telles quelles. Donc, typiquement, on a encore la loi du talion qui est appliquée en Iran. Donc, on peut crever les yeux de quelqu'un, on peut amputer la main de quelqu'un, on peut lapider quelqu'un. Donc, on est face à une barbarie sans nom qui ne devrait même plus exister à l'heure actuelle. Que signifie, vous en parliez, le voile islamique pour vous ? Il a été vraiment très, très mis en lumière, à partir évidemment de Mahsa Amini et ce qui s'est passé. D'ailleurs, pardon, son nom kurde, puisqu'elle est kurde. Gina, voilà. C'est important de dire son nom kurde. Que signifie pour vous le voile islamique et comment percevez-vous le prosélytisme fait autour de ce voile par les intersectionnels en France ? Alors, on a eu 2 problèmes par rapport au voile. Le premier, ça a été que en Occident, on a beaucoup ramené notre combat au voile. Les femmes iraniennes se battent pour avoir le choix de le porter ou non. C'est faux. Les femmes iraniennes sont finalement l'emblème de cette révolution Femmes-Vie-Liberté, mais c'est tout un peuple finalement qui est en train de faire une révolution. Donc il y a autant d'hommes, voire beaucoup plus d'hommes que de femmes aujourd'hui qui mènent la révolution. Et le voile n'est que le symbole le plus visible de l'apartheid de genre. Donc c'est pour ça qu'elles enlèvent leur voile, qu'elles brûlent le voile, qu'elles refusent de le porter. Elles ne sont pas juste en train de se battre pour que demain, les mollahs leur disent « Ok, libre à vous de le porter ou non ». En fait, c'est tout un régime qu'elles veulent faire tomber, puisque le but ultime, c'est d'instaurer une démocratie laïque où la religion, où l'islam politique n'a plus son mot à dire, où les gens sont libres de voter, où on est face à une liberté d'expression. Et donc ça a été le premier problème, de réussir à faire comprendre aux gens ici qu'il faut aller au-delà du voile et comprendre qu'en fait, ce n'est juste que le symbole de tout ce que représente la République islamique. La République islamique le sait très bien, et c'est pour ça qu'eux-mêmes le disent, le jour où les femmes iraniennes feront toutes tomber le voile, elles nous font tomber, puisqu'une République islamique n'a même plus lieu d'être si elle n'arrive pas à servir les femmes. Le deuxième point qu'on a eu, c'est qu'on a eu énormément de problèmes en France. Sincèrement, quand Mahsa a été tué, quand les femmes iraniennes sont descendues dans la rue au péril de leur vie et qu'elles se faisaient massacrer tous les jours dans la rue, on s'est dit, c'est sûr, on va avoir des vagues entières de féministes qui vont envahir les rues en Occident, qui vont crier « Femme, vie, liberté » avec nous. Et on a eu le néant. On a eu le néant. On a eu une mobilisation des artistes. Alors, je sais qu'elles ont été beaucoup décriées en Europe parce qu'on a dit « Oui, mais c'est pas en se coupant une mèche de cheveux que vous allez changer le monde ». Ce qui était faux, parce que finalement, en Iran, quand les femmes, elles voyaient Sophie Marceau ou Juliette Binoche se couper une mèche de cheveux, ça les aidait parce qu'elles se disaient « Mon Dieu, mais ces grandes stars internationales… » Nous sommes entendus. Bien sûr. Donc, ce que nous, on voit ici dans le confort de nos démocraties, bien au chaud dans nos appartements, elles ne le perçoivent pas comme ça là-bas. Par contre, ce qu'elles ont toutes vu, c'est à quel point les féministes ont déserté. Et, alors, vous parlez des féministes françaises, oui, européennes, intersectionnelles, exactement, pour la grande majorité. Exactement, parce qu'en fait, on a très vite vu en fait un basculement qui était finalement de dire, si on soutient les femmes iraniennes, on porte préjudice aux femmes voilées en France. Donc on nous collait systématiquement une affiche avec une femme voilée et une femme non voilée, et on écrivait en dessous chacun son choix. Et nous, ça nous rendait hystériques, parce qu'on se disait, mais on n'est pas en train de parler d'un choix vestimentaire, on est en train de parler de toute la symbolique que comporte ce voile. Quand une femme met son voile sur la tête, c'est qu'elle accepte la charia, elle accepte les lois islamiques, elle s'y soumet. Alors en France, elle le fait librement, d'autant plus qu'elle est protégée par les lois de la République. C'est-à-dire que c'est les lois de notre République. Exactement. C'est-à-dire que même si elle décide elle-même de se soumettre finalement à cet apartheid de genre, la République française la protège. Donc là, on a eu une désertion qui en était arrivée quasiment à nous dire « vous êtes islamophobe ».
Et du coup, on n'a pas eu de soutien. Donc, on envoyait des messages à des grosses assos qui nous lâchaient des vues sur les réseaux sociaux. Au bout d'un moment, on les a interpellés en leur disant, on organise une grosse manif, on manifeste toutes les semaines, est-ce que vous viendriez ? Et on a eu comme réponse, ce n'est pas notre combat, mais bon courage à vous. Et là, je me suis dit, être féministe et dire la révolution femme-vie-liberté n'est pas votre combat, alors je suis désolée de vous l'apprendre, mais vous n'êtes pas féministe. Qu'est-ce que ça dit justement de l'état du féminisme pour vous et qu'est-ce que vous avez fait comme constat ? Est-ce que vous avez quand même noué des alliances avec une autre partie des féministes, et pas celles qui sont intersectionnelles, mais qu'est-ce que ça dit du féminisme aujourd'hui selon vous ? Et pourquoi cette réaction ? Il y a bien une explication. On a eu énormément de soutien des féministes universalistes, laïques. Donc là, on n'a eu aucun problème. Elles ont été là, elles nous ont suivis. On a eu les Femen aussi qui ont été incroyables à nos côtés. Et effectivement, le féminisme intersectionnel s'est complètement perdu dans sa lutte. Parce qu'à la base, l'objectif est noble. C'est-à-dire dire une femme issue d'une minorité, j'aime pas le mot racial, mais en tout cas racisée, et femme, est doublement pénalisée dans la vie en Occident. Ce qui est vrai, être une femme et être noire, c'est beaucoup plus difficile qu'être une femme et être blanche en France. Mais en fait, ce combat, il a totalement dévié. Et finalement, le féminisme, qui à la base même est une lutte pour l'égalité des droits, pour l'égalité des chances, pour développer le rôle de la femme dans la société, se retrouve aujourd'hui à défendre une idéologie qui veut voiler les femmes. Donc pour nous, c'est une aberration. Et je le répète, moi, je suis pour la liberté de culte. Je suis pour la laïcité dans le sens le plus noble du terme, c'est-à-dire que chaque femme devrait être libre d'être religieuse, d'être croyante, de le porter ou de ne pas le porter. Mais je ne peux pas concevoir le fait qu'on soit féministe et qu'on porte le combat du voile. Parce que c'est comme si on acceptait finalement qu'une femme vaut la moitié d'un homme, qu'elle n'a pas le droit au même héritage, qu'elle doit avoir un tuteur légal. Et toutes ces choses-là sont contre le féminisme. Et je pense qu'elles sont en train de se perdre totalement dans ce combat. Alors, il y a 40 ans, le discours était inverse auprès des féministes. Donc, que s'est-il passé en 40 ans ? Et cette idéologie dont vous parlez, c'est une idéologie, on le sait, qui vient des frères musulmans, de la nébuleuse frériste. Quel lien faites-vous entre ce qu'il se passe en Iran et l'impact directement en termes de droits des femmes en France ? Écoutez, en fait, on a souvent tendance à dissocier finalement la République islamique des frères musulmans. Ce qui est une énorme erreur, puisque Emmanuel Razavi, d'ailleurs, qui a écrit un livre, La face cachée des mollahs, l'explique très bien. L'idéologie même de la République islamique, c'est un mélange entre les nazis, soyons clairs, c'est vraiment... Khomeini était fan d'Hitler. Donc c'était mélanger le nazisme et l'islamisme des frères musulmans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le but est d'instaurer un califat mondial islamique. Donc c'est expansionniste, c'est violent, et c'est finalement à l'image de ce régime. Donc tout naturellement, de la même manière qu'on voit aujourd'hui la République islamique soutenir le Hamas, qui est une création des frères musulmans, cette alliance s'est faite. Donc on a tout le temps l'impression, finalement, oui, mais l'Iran, c'est là-bas, ça ne nous concerne pas. L'Iran dépense des millions d'euros chaque année avec la Russie, en Occident, pour faire basculer ce qu'on appelle un peu vulgairement la rue arabe, de son côté. C'est-à-dire faire croire qu'ils sont le seul rempart contre l'impérialisme, contre la colonisation, contre la puissance occidentale. Et les gens arrivent à se faire manipuler au point où ils oublient qu'ils ont affaire à des impérialistes, mais des impérialistes islamiques, qu'ils ont affaire à des colons, puisque typiquement ce qu'on voit en Iran, c'est de la colonisation d'un pays et l'instauration d'une charia qui n'est pas voulue par le peuple, et on a affaire à des gens qui veulent notre destruction. Alors peut-être que ces gens-là ont l'impression qu'ils ne font pas partie de la France, qu'ils ne font pas partie de la République, et que finalement, ils détestent tout ce que représente la France, mais qu'ils le veuillent ou non, ils sont citoyens européens. Donc, et je leur souhaite vraiment de le rester, parce que moi je dis toujours, c'est ces petits privilèges d'enfants gâtés qui fait qu'aujourd'hui on peut se permettre dans la rue de crier vive les Houthis, vive le Hezbollah, parce que la réalité du terrain, c'est que si vous étiez obligé d'aller vivre ne serait-ce qu'un mois en Iran, au Yémen ou dans le nord du Liban, enfin dans le sud du Liban, vous alliez très vite déchanter et comprendre la réalité de ce que c'est que de vivre sous un régime islamique. Et malheureusement, cette propagande à coups de millions marche, parce qu'ils ont des robots qui viennent, qu'ils arrivent à instaurer, et malheureusement, on a un gros laisser-faire des pouvoirs publics
On a peur en permanence. Ne les réveillons pas, ne provoquons pas des émeutes. On peut avoir un risque d'attentat si... mais en fait, à force de ne pas désigner le mal, à force finalement d'infantiliser aussi les musulmans, parce que en Iran, on a des musulmans aussi, et ils sont très lucides sur ce qu'est la République islamique, ils savent très bien quel est l'enjeu, et on est loin de juste... et je trouve ça terrible qu'en France, on ait si peur de mettre les mots, et que les seules personnes qui le font sont tellement seules qu'elles doivent vivre protégées, en fait. Juste une question par rapport à tout ce que vous venez de dire. Est-ce que vous, depuis que vous avez fondé Femmes Azadi, dont vous êtes la présidente, est-ce que vous avez peur ? Est-ce que vous faites attention ? Comment se passe votre quotidien ? Alors, c'est marrant que vous m'en parliez, parce qu'il y a 3 jours, avec une des filles de l'assaut, on a fini par en rire, parce que moi, j'ai un côté un peu inconscient. Je sais pas pourquoi, mais je refuse je reçois énormément de menaces tous les jours, d'insultes. Via les réseaux sociaux ? Via les réseaux sociaux, j'ai reçu des appels anonymes. De toute façon, on se doute qu'à partir du moment où on va chatouiller des islamistes, ça va se réveiller. Mais c'est vrai qu'on a fini par en rire, parce que systématiquement, quand on voit des gens dans des conférences, quand on va prendre la parole, quand on va quelque part, les gens me disent toujours « Mais j'espère que vous êtes protégés quand même ». Et on a fini par se dire « Dis donc, on va tellement me le dire que je vais finir par accepter finalement de vivre protégée ». C'est un choix que je ne souhaite pas faire, parce que c'est comme si finalement je me rappelais à moi-même en permanence qu'il y avait peut-être une menace. Et en fait, nous, notre objectif, ouais, on se dit toujours en Iran, quand ils sortent dans la rue, ils risquent leur vie, on leur tire dessus à balles réelles. Donc la moindre des choses ici en démocratie, c'est au moins d'avoir le courage de dire les choses telles qu'elles sont. D'accord. Pour revenir à la question que je voulais vous poser après, vous parlez de réalité et de duplicité finalement. Comment on peut expliquer à la jeunesse très proche de l'extrême gauche, pour une partie, les dérives et les dangers des frères musulmans en France, de la République islamique, d'un parti d'islam politique, puisque c'est l'objectif, vous parliez de califat, et en Europe, comment on peut faire pour expliquer à cette jeunesse-là, et je vais venir ensuite aux événements qui se sont passés en Israël, comment on peut changer les choses, changer la donne ? Je pense que déjà les médias ont une grande part de responsabilité, parce que quand on explique ce qui est en train de se passer au Proche-Orient, on réduit finalement le champ du conflit, et on finit par ne plus expliquer aux gens ce qui s'est vraiment joué le 7 octobre. Et moi je le dis et je le répète et je le redis à chaque fois partout, les terroristes disent toujours ce qu'ils pensent et ce qu'ils vont faire, mais nous sommes assez bêtes pour ne jamais les écouter. Donc quand vous écoutez la télévision de la République islamique, c'est très clair. Nous avons organisé les attaques du 7 octobre parce que nous savions qu'il y aurait une riposte, que la riposte serait terrible, et nous savions que nous allions pouvoir utiliser ce levier de l'humanisme chez les gens pour faire naître un tel antisionisme que nous pourrions détruire les sociétés occidentales de l'intérieur grâce aux mêmes personnes qui aujourd'hui descendent dans la rue. Voilà, donc ça c'est l'objectif, il est affiché. Les dirigeants du Hamas ne s'en cachent pas, puisqu'ils ont été très clairs. Les Palestiniens doivent être prêts à verser leur sang par milliers pour servir notre idéologie. Il y a d'ailleurs eu très peu de temps après le 7 octobre des appels à faire un djihad de rue par un des chefs du Hamas. Exactement. À tuer aussi tous les chrétiens, tous les juifs et tous les chrétiens dans les pays d'Europe et en Amérique. Parce qu'en fait, on est face à une idéologie extrémiste. Donc, et nous, je pense que là où on est face à des aberrations, et pas que nous, ça veut dire que nous, on parle avec des Libanaises, avec des Yéménites, et elles sont aussi blessées que nous. C'est-à-dire que nous, quand on a des gens qui viennent nous dire vous êtes des agents du Mossad ou de la CIA parce qu'on dénonce les crimes contre l'humanité commis par les ayatollahs, ça nous rend dingue. Et du même fait, on voit souvent, on échange souvent avec une femme qui est yéménite et qui est profondément bouleversée aujourd'hui, parce qu'elle dit quand on crie gloire au Yémen, gloire aux Houthis, c'est comme si en fait vous étiez en train de crier à la gloire de personnes qui ont détruit mon pays, qui sont responsables de la mort de centaines de milliers de personnes. Au Yémen, c'est un enfant toutes les 6 minutes qui meurt. Et on est face à des gens qui disent « vive leur bourreau ». Mais c'est pourquoi ? Ce qui se passe aussi. Par haine d'Israël. Oui. Donc on est pareil quand on nous dit « vive le Hezbollah ». Mais le Hezbollah détruit le Liban. Alors oui, à un moment, ils étaient là, ils ont servi d'armée, mais n'oubliez pas l'idéologie qui est la leur. Oui, quel est le projet de société et quel est le projet de... Le Hezbollah, avec la République islamique, ont aidé Bachar al-Assad à tuer 500 000 civils. Donc vous êtes en train de soutenir
sous prétexte que pour vous, des juifs tuent des musulmans, parce qu'on va arrêter de mentir en disant non, c'est pas... mais c'est la réalité, puisque Israël tue tout le monde entier se réveille, mais quand on leur dit ces mêmes personnes que vous idolâtrez ont tué des centaines de milliers de musulmans à travers le Moyen-Orient, on estime à quasiment 4 millions. 4 millions. C'est plus qu'énorme. Et les gens crient à leur gloire, et toute personne qui est elle-même concernée, parce que vous êtes au chaud en démocratie, mais c'est notre peuple qui meurt. C'est nos familles qui sont tuées. C'est notre chair qui est meurtrie. Et vous criez à leur gloire. Et vous avez en plus l'audace de menacer ceux qui sont personnellement concernés quand ils osent dénoncer tous ces bourreaux. Donc moi, je dis toujours, soutenez les Palestiniens. Je soutiens les Palestiniens. Je veux qu'ils aient un État. Je veux qu'ils aient enfin des dirigeants dignes. Je veux qu'ils aient des gens à la hauteur de leurs droits. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, ils sont gangrénés par des terroristes, ils sont gangrénés par le Hamas. Quand je vois les richesses des dirigeants du Hamas, quand je vois les milliards que mon pays envoie à ces gens-là, alors que mon peuple est en train de crever de faim, alors qu'on est un des pays les plus riches au monde, je n'arrive pas à comprendre comment des gens peuvent se permettre en démocratie d'idolâtrer des tyrans qui sont responsables d'autant de morts et de destruction au Moyen-Orient. C'est profondément injuste pour nous, les gens qui venons du Moyen-Orient. Et on l'a vu récemment avec l'UNRWA et le scandale de l'UNRWA, donc lié aux Nations Unies, qui est censé, donc, je rappelle, intervenir de façon humanitaire pour subvenir aux besoins des Palestiniens depuis 1948, il me semble, en Palestine, mais ailleurs également, pas que en Palestine. Et on voit qu'elle est infestée par des... soldats, comment les appeler autrement, du terrorisme djihadiste, qui poussent à ce que les Palestiniens soient utilisés comme chair à canon et qui poussent à ce qu'il y ait le plus de morts palestiniens possible, finalement. En fait, ce qui est assez triste, c'est que l'UNRWA a vraiment été créée pour les réfugiés palestiniens, donc c'est la branche de l'ONU qui est faite pour ça. Et moi, ce qui me rend triste, et c'est ce que je dis toujours, c'est que finalement, avec tous les dons, tous les fonds qui ont été donnés pour Gaza, les dirigeants du Hamas auraient pu faire un mini Dubaï de Gaza. Mais ils ne l'ont pas fait. Et ils sont très clairs là-dessus. Nous, on construit des tunnels pour nous. Pour nous, pas pour la population. Les Gazaouis sont des réfugiés. Leur sort ne nous regarde pas. Ils dépendent de l'ONU. Nous, on est le Hamas, seul contre le Hamas. Et forcément, c'est pareil avec la République islamique. C'est-à-dire qu'on a des gens qu'on infiltre dans toutes les institutions. Donc ça va aller des journalistes, aux médecins, aux écoles. L'école, ça a toujours été un moyen de propagande, que ce soit en Iran, que ce soit en Palestine, que partout, en fait, on va se servir de l'école parce que c'est en façonnant très tôt les gens qu'on arrive à leur faire accepter le fait qu'il faut mourir en martyr. Ça n'a pas marché en Iran, ça fait 40 ans qu'ils essayent. Malheureusement, ça a marché ailleurs. Et je pense qu'il est très important aussi, et moi c'est ce que je dis tout le temps, je dis mais mon Dieu, si tous ces gens qui descendent dans la rue par centaines de milliers avaient comme slogan « Mort au Hamas, gloire à la Palestine », ça changerait tout. Parce que ces gens-là ne seraient plus légitimes, parce que ces gens-là se rendraient compte que la propagande n'a pas marché. Et si vous écoutez bien, aujourd'hui, le dernier discours d'un des dirigeants du Hamas, c'est de dire « Écoutez vos rues. Écoutez ce qu'ils disent. Nous sommes légitimes. Donc nous allons continuer. Nous ne voulons pas de cessez-le-feu. Il a dit même les étudiants américains en Europe, ils reprennent les slogans de From the river to the sea en interview. Donc c'est qu'Israël n'a pas le droit d'exister. Donc c'est que nous continuons jusqu'à la destruction. Donc en fait, on se rend compte à quel point pour eux l'opinion publique est importante. Donc si les mêmes personnes commençaient à dire mort au Hamas, gloire à la Palestine, ça change tout. D'un coup, et la République islamique, et le Hezbollah, et les Houthis, et le Hamas se rendraient compte on est démasqués. Les gens ont compris que tant qu'on existerait, aucun accord de paix ne serait possible. Alors oui, on a le droit. Moi, personnellement, je vais vous le dire, j'ai pas un amour démesuré pour Netanyahou, par exemple. Je ne vote pas extrême droite en France, je le ferais pas non plus si j'étais israélienne. Mais le fait de vouloir mettre tous les torts sur Israël sans prendre en compte que, en fait, quand on a vu le Bataclan, c'est comme si, en fait, en France, il y avait eu 1000 Bataclans ce jour-là. Voilà, il y a 1000 Bataclans. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On est parti bombarder. On est parti bombarder en Syrie. Tous les jours, il y a des roquettes qui sont encore tirées. Pourquoi personne ne dénonce ça ? Moi, je veux qu'on soit juste. Si on veut dénoncer la mort de civils, mais bien, combien de fois j'ai pleuré en voyant les enfants palestiniens mourir ? On est humain, tout le monde est humain. Mais le fait de ne jamais dénoncer ce qui est responsable de tout ce qui est en train de se passer fait qu'on légitime ces gens-là et ils continuent.
Hier, il y a encore combien de roquettes qui ont été tirées? Les gens meurent de faim, ils n'ont plus rien, mais eux continuent à tirer des roquettes. Mais comment, et quand j'entends la rue crier à l'intifada et un cessez-le-feu dans la même phrase, quand on me dit le Hamas est une création d'Israël, mais dans le même temps, le Hamas est la seule force de résistance, j'ai envie de dire, les gars, il y a un moment, il va falloir réfléchir à votre théorie. On ne peut pas être et l'un et l'autre, on ne peut pas à chaque fois. Donc, Houthi rend-nous fiers, Yémen rend-nous fiers, tu veux vraiment qu'ils te rendent fiers? Parce que leur drapeau, c'est mort à l'Occident, mort aux Juifs, mort à Israël. Donc quand tu dis mort à l'Occident, tu parles de toi-même? C'est ça que tu veux? Parce que ces gens-là, s'ils viennent ici, c'est ce qu'ils vont te faire. Hein. Et je pense qu'on a bien vu en Israël qu'il n'y avait aucune distinction entre musulmans, juifs ou chrétiens. Quand ils arrivent, ils arrivent. Voilà, et je rajoute mort aux chrétiens, puisque de toute façon, c'est nous, entre guillemets, puisque je ne suis pas baptisée, mais nous sommes les prochains. C'est-à-dire, c'est comme vous l'avez dit. Et surtout, ce qu'oublient tous ces gens-là, c'est que plus de 90% des victimes du terrorisme sont musulmans. Donc arrêtez de les prendre pour vos héros. C'est vos principaux bourreaux. Moi, je veux bien qu'on dénonce l'impérialisme américain, mais est-ce qu'on peut voir déjà la poutre qui est dans notre œil avant d'aller voir la paille qui est dans celui de l'ennemi? Alors justement, quelles mesures peut-on prendre pour atténuer l'influence de l'Iran en Occident, en France, et aussi sur l'antisémitisme? Bien déjà, il faudrait des pouvoirs publics dignes. Je suis désolée de le dire, mais quand on voit le ministre des Affaires étrangères, tout fraîchement nommé Stéphane Séjourné, oui. Qui a 2 semaines, quand il était encore député européen, qu'il était le chef de file du parti le plus important au Parlement européen, qui postait la photo de Marsan à midi en disant « Nous n'oublierons jamais son cri et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre la République islamique qui torture, qui massacre son peuple ». Et la même personne, 2 semaines après, qui devient ministre des Affaires étrangères et qui serre dans ses bras le ministre des Affaires étrangères de la République terroriste d'Iran, et qui lui fait des grands salam alek et des grands bonjours, un peu de cohérence. Ça fait 1 an et demi que les Iraniens, on ne vous demande pas de faire la guerre, on ne vous demande pas d'accueillir des bateaux entiers d'Iraniens. D'ailleurs, les Iraniens ne fuient pas, ils sont en train de se battre. Donc, on ne vous demande pas non plus d'investir des milliards en Iran pour nous. On vous demande une chose, arrêtez de protéger nos bourreaux. Donc, c'est pas compliqué, mettez des sanctions, gelez les avoirs, cassez ces réseaux de blanchiment d'argent, arrêtez de les laisser venir impunément à New York, en Europe, comme si ils étaient légitimes. Demain, on n'aurait pas de relations diplomatiques avec Al-Qaïda, ni avec Daesh. Ces gens-là ont commis des attentats, et en Europe, hein, parce qu'on a toujours tendance à penser que c'est là-bas. Rien que sur les dernières semaines, ils ont essayé d'assassiner 2 journalistes en Angleterre et un avocat en Espagne. En 2019, il devait y avoir un attentat énorme en France qui a été déjoué. D'ailleurs, la personne qui a été arrêtée ce jour-là a été rendue à l'Iran en échange d'un otage belge. Donc pour vous dire, en fait, on est en permanence la victime d'un État terroriste. Donc ils prennent des otages occidentaux. Donc là, il y a plein d'Européens qui sont entre les mains des ayatollahs. Et donc c'est la continuité, finalement, les otages israéliens. Donc plus on a de monnaie d'échange, et mieux on se porte. Et il y a Ghazal Shalman, dont le père a été kidnappé à Dubaï, et qui est aujourd'hui dans le couloir de la mort, qui a été tellement torturé, qui n'a plus de dents, qui n'arrive plus à respirer, qui n'arrive plus à marcher. Il est allemand, avec une green card américaine, il vivait aux États-Unis, il a été kidnappé à Dubaï, emmené en Iran, et il est dans le couloir de la mort, à tout moment il peut être pendu. Sa fille, ça fait des années qu'elle se bat pour dénoncer la faiblesse du monde occidental. Il y a d'ailleurs une vidéo sur votre Instagram. Exactement, et elle l'explique très bien, elle dit le jour où il y aura une coalition mondiale pour les otages, c'est-à-dire qu'Israël ne se bat plus pour ses otages, la France ne se bat plus pour ses otages, et que tout le monde se réunit en disant les gars, vous voulez jouer à la prise d'otages, on va vous mettre des sanctions. Soit vous rendez tous les otages de tous les pays, soit on augmente les sanctions. Et en fait, on va crescendo, et au bout d'un moment, on leur dit vous voulez vraiment jouer à ça? Alors on va venir vous chercher à Téhéran. Et là, vous allez voir qu'ils vont arrêter. Mais ça fait 40 ans qu'ils vous menacent de la bombe nucléaire et des otages, et vous continuez à céder. Et donc, M. Macron appelle toutes les semaines M. Raïssi pour lui dire s'il vous plaît, restez calme. S'il vous plaît, n'envenimez pas. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent de plus? Ils ont déjà bloqué les mers avec les Houthis, ils ont déjà attaqué Israël avec le Hamas, il y a déjà le Hezbollah qui menace à tout moment d'envenimer tout ça. Ils ont déjà récupéré toute l'Afrique. Parce qu'en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que toutes ces révoltes qui sont nées du jour au lendemain en Afrique contre l'Occident, c'est de la main de Poutine et de Khomeini. Donc en fait, si vous regardez, on se rapproche. Après, il y a eu l'Ukraine, et là, on est aux portes de l'Europe. Mais la France a été très proche de Khomeini, elle l'a protégé. Elle l'a promu, elle l'a même envoyé en avion Air France. Les Iraniens ne connaissaient pas Khomeini. Il a fait 132 interviews en 112 jours à Neuf-le-Château. Carter a envoyé un émissaire en Iran pour négocier avec certains dirigeants de l'armée pour éviter qu'il y ait toute révolte et qu'on voilà. Et en fait, on était à un moment charnière de l'histoire où il y avait une guerre froide, et donc les Américains ont dû faire un choix et ils ont décidé de soutenir les islamistes pour tuer le communisme. Voilà.
Et c'est pour ça que sont nés les talibans, c'est comme ça qu'est née la République islamique, que Khomeini, d'un coup, quand on entendait Simone de Beauvoir le comparer à Gandhi, ou Jean-Paul Sartre nous dire que c'était un guide spirituel incroyable et un grand homme, qu'on le voit faire la une du Time Magazine, on se dit mais qu'est-ce que vous avez fait ? Et 40 ans après, quasiment 5 décennies, parce qu'on est à 45 ans, on continue à payer le prix de cette erreur et vous continuez à vous soumettre à l'idéologie, sans vous rendre compte que plus les années passent et plus ils s'organisent, parce qu'ils sont de plus en plus puissants. Et voilà, pour nous, c'est désespérant de se dire qu'il suffit juste de soutenir le peuple iranien pour que tout ça prenne fin. Mais on veut pas. On est court-termiste, on est lâche, on est très très lâche. Alors j'ai 2 questions. Comment soutenir le peuple iranien pour les personnes qui nous écoutent, qui sont justement dans le confort de leur appartement, voilà. Et en quoi la question ensuite de l'antisémitisme est-elle liée à la lutte contre l'islamisme ? En quoi ces 2 questions sont liées ? Donc déjà, comment faire pour soutenir le peuple iranien ? Alors, pour les soutenir, déjà suivez-nous. Je ne dis pas ça pour non, pour vous un êtes extrêmement c'est très important en fait de suivre le compte Femme Azadi. Voilà, parce que vous êtes sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn. On n'a pas TikTok parce que c'est pas notre cible, mais en fait c'est très important de suivre parce que c'est comme ça qu'on sait. Donc nous toute la journée, je décrypte l'actualité. Vous avez d'ailleurs une actu qui est très intéressante. Vous êtes suivi de plus en plus par des journalistes. J'ai vu ça aussi. Il y a beaucoup de journalistes, de politologues. Et absolument, oui. Vous avez vraiment une information qui est... je ne la vois pas ailleurs, en fait. Et en fait, le but, c'est de décrypter la géopolitique. Donc, chaque événement qui se passe, on va venir, on va l'expliquer et on ne va pas se contenter de parler de Gaza et d'Israël. Donc, on va parler du Yémen, de l'Arabie Saoudite, du Qatar, du Bahreïn, parce qu'on dit toujours, finalement, c'est Israël qui est en train de foutre le bazar dans la région, mais on oublie que la coalition, la Jordanie a bombardé, le Bahreïn a bombardé, l'Arabie Saoudite a bombardé aussi. En fait, c'est pas juste Israël là, qui est en train de se battre, c'est toute la région qui est en train de se battre. Et en fait, on se bat pas contre le Yémen, on se bat contre les Houthis, on se bat pas contre le Liban, on se bat contre le Hezbollah. Donc en fait, on est en train de se battre contre des milices terroristes qui sont en train de déstabiliser toute la région. Donc voilà, suivez-nous, comme ça vous avez vraiment toutes ces infos. Plus on a de savoir et plus on est à même de le propager au sein des gens. La deuxième chose, c'est bien évidemment soutenir nos actions. S'il y a un appel à manifester, venez manifester avec nous. Parce que finalement, l'exécutif s'en fiche pas mal quand c'est des franco-iraniens qui manifestent. Ils disent, bon, ils sont concernés, tant que les autres ne se réveillent pas, c'est le principal. Mais si, de la même manière qu'on a vu cette manif républicaine contre l'antisémitisme, on voyait la même chose contre le terrorisme, les pouvoirs publics seraient obligés de se dire, les gens ont compris. Donc demain, quand on va voir Stéphane Séjourné serrer la main d'Abdollahian, eh ben, ils ne pourront pas le faire. Ils ne pourront pas le faire ouvertement parce qu'ils savent que derrière, il y a un peuple qui les regarde et qui a compris. Et la deuxième chose, c'est que le terrorisme a toujours besoin d'un levier. Un levier pour lever les foules, pour recruter, pour convertir. Et le meilleur levier, c'est la haine du juif. Voilà. C'est pour la deuxième question. Voilà. Et donc, ils ne s'en cachent pas. Moi, je le dis, ils le disent clairement. Et ils vont même plus loin, puisque ce n'est pas juste Israël. Ils le disent, on va aller chercher les sionistes partout dans le monde. Donc, comprenez, sionistes juifs. Hein. De toute façon, les gens qui disent, je ne suis pas antisémite, je suis antisioniste. Mais en fait, si tu es antisioniste, ça veut dire que tu veux la destruction d'Israël. Donc, tu fais quoi, en fait, des habitants d'Israël ? Et puis, il faut arrêter de dire, on va les renvoyer en Europe, parce que ce n'est pas la majorité qui vient d'Europe. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous les renvoyez au Yémen ? Entre les mains des Houthis ? Vous les renvoyez en Irak ? Vous voulez les renvoyer en Iran ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ces gens-là ? De quoi vous parlez ? Donc, vous êtes en train de demander un cessez-le-feu, de demander la paix, et en même temps de demander la destruction d'un État. C'est de la folie, oui, en fait. Et pour le coup, un génocide. C'est ça aussi dont il s'agit. Et du coup, le meilleur levier, c'est cette haine du juif, la main du juif partout. Donc, on a la main du juif dans les médias, on a la main du juif dans les grandes instances internationales. N'empêche qu'ils sont retrouvés à la CPJ. L'ONU n'arrête pas de prendre la parole contre Israël. Mais qu'est-ce que c'est que ce lobby qui est incapable de faire quoi que ce soit ? Vous voulez que je vous parle d'un vrai lobby ? Moi, je vais vous parler de la République islamique d'Iran. Donc, on massacre son peuple, on massacre des Syriens, on massacre des Kurdes, on massacre des Baloutches. Mais par contre, on a la présidence du Forum des droits de l'homme à l'ONU. Ça, c'est quand même... On a la présidence du désarmement, sur le gâteau de l'incohérence de l'ONU. Donc, on arrive à... grâce avec la Russie, à influencer les élections aux États-Unis, à faire naître l'antisémitisme en France, à investir dans des universités. Donc, il est où le vrai lobby ? Il est où le lobby le plus dangereux ? Vous êtes sûr que c'est le lobby juif ? Moi, je le vois ailleurs, le vrai lobby dangereux. Vous pouvez nous dire un mot justement sur les proxys, comment ça fonctionne ? Là, vous parlez un petit peu de cet entrisme islamiste.
Quel rôle joue l'Iran dans la propagation de la propagande antisémite en Europe, en France? Et quel impact la politique intérieure de l'Iran a-t-elle sur l'antisémitisme en Europe? Comment ils font, en fait, concrètement, pour Alors, activer les leviers? nous, Khomeini, on l'appelle la pieuvre. Donc, il y a la tête de la pieuvre qui est donc à Téhéran et il y a les tentacules. Donc, les tentacules, c'est toutes ces milices du Moyen-Orient terroristes. Et il faut savoir que la République islamique a les services de renseignement. On nous parle tout le temps du Mossad. Mais un des services de renseignement les plus puissants au monde appartient à la République islamique. Un des services de propagande les plus puissants au monde, donc avec les meilleurs hackers, la meilleure maîtrise des réseaux sociaux, appartient à la République islamique. Parce qu'en fait, ces dictatures-là investissent des milliards pour convertir le monde à leur idéologie. Et ça marche. Ça marche parce qu'en face, on a un Occident qui est faible, qui fait carpette, qui se soumet, qui courbe les chines pour ne surtout pas envenimer une situation. Donc plus on les laisse faire, plus l'idéologie est imprégnée, et moins on a de chances de pouvoir y arriver. Donc au lieu de se réveiller et de se dire « allons-y, prenons des mesures fortes », de toute façon ces gens-là n'arrêteront jamais. On ne peut pas demander à quelqu'un qui est adepte d'une idéologie du jour au lendemain d'arrêter. Donc par exemple, si vous prenez le cas de l'Iran, les enfants, les matins, quand ils arrivent à l'école, ils doivent crier « mort à Israël, mort aux États-Unis ». Ça ne marche pas en Iran. Ils ont dessiné des drapeaux d'Israël sur le sol pour que les voitures roulent dessus ou sur les trottoirs. Les gens les esquivent. Donc en fait, les Iraniens sont en permanence en train de dire au monde entier « ça ne marche pas sur nous ». Nous sommes très lucides. Il y a cette image d'ailleurs du stade avec le drapeau. Oui. Ça, c'est extraordinaire. Si vous pouvez juste raconter l'anecdote, parce que c'était totalement inattendu de voir ces images-là. Et ça a recommencé là, il y a une semaine d'ailleurs. Alors, vous pouvez peut-être raconter à nos auditeurs? Bien sûr. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, la République islamique a utilisé le 7 octobre en se disant « je suis foutu à l'intérieur de mon pays, c'est fini pour moi, je n'ai plus d'adeptes, il faut que je crée quelque chose qui va permettre de rallier le peuple derrière moi. » Quoi de mieux que de déclencher une guerre où il va y avoir beaucoup de victimes civiles et où les gens vont se rallier à ma cause en disant « bravo, tu es le seul à pouvoir les sauver ». Sauf que les Iraniens ne sont pas dupes. Ils savent très bien pourquoi ça a été fait. Ils savent très bien que la République islamique se réjouit de chaque mort. Donc en fait, on a un stade dans lequel est diffusé un message à la gloire du Hamas et on distribue des drapeaux. Donc on distribue des drapeaux de la Palestine et on demande aux gens de commencer à agiter le drapeau de la Palestine. Et là, il y a tout un stade qui commence à scander « prends le drapeau de la Palestine et mets-le-toi » là où je pense. Voilà. Et sauf qu'ils s'y attendaient pas du tout. Ils ne s'y attendaient pas du tout. Donc ces images font le tour du monde. Et en fait, les Iraniens le font avant tout, pas parce qu'ils crachent sur les morts palestiniennes, mais pour dire au monde, on n'est pas la République islamique. On n'est pas avec le Hamas, on ne veut pas de cette guerre, on ne veut pas de ces massacres, on n'est pas d'accord avec ça. Et en Iran, l'antisémitisme, entre nous, n'existe pas. Profondément, les Iraniens, on est Iraniens. En fait, qu'on soit athée, musulman, juif ou chrétien, on est iranien. Donc en fait, il n'y a jamais eu ce truc de persécution. D'ailleurs, on se demande jamais de quelle nationalité, enfin de quelle religion t'es. Ce qu'on voit en France, par exemple, où les gens disent de quelle origine t'es, la personne répond je suis juif ou je suis musulman. Enfin, pour nous, ça a toujours été une aberration parce qu'il y a toujours eu ce socle commun qui est le zoroastrisme. Parce que toutes nos fêtes sont zoroastriennes, elles ont 7000 ans d'histoire, donc bien avant les religions abrahamiques. Bien avant les 44 ans de la République islamique. Voilà, et bien avant toutes les religions finalement. Et donc c'est ça le socle du peuple iranien, c'est son histoire millénaire. Et c'est ce qui fait qu'en fait, toute cette propagande depuis 44 ans contre les juifs, Hier, j'ai posté une vidéo où on a une rue entière en manifestation, donc des milliers d'Iraniens dans la rue, qui crient « Les États-Unis ne sont pas notre ennemi est ici ». C'est énorme. Ils risquent leur vie pour dire au monde « Nous n'avons pas de haine de l'Occident, nous n'avons pas de haine des Juifs, nous voulons vivre en paix et nous voulons être un pays démocratique, laïque et être votre allié. Nous ne voulons pas de cette guerre dont ils sont en train de mener l'Iran à la guerre, encore une fois, pour essayer de se sauver. » Alors justement, là vous me tendez la perche, j'allais vous dire, vous venez de dire quelque chose de très important, c'est-à-dire que les attentats du 7 octobre en Israël, c'est orchestré, on le sait aujourd'hui, par la République islamique d'Iran pour sauver son régime intérieur, pour créer donc un ennemi et réunir des foules.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous avez des En fait, c'est sources? ce qu'ils ont fait, par exemple, avec Soleimani, qui a été érigé en héros de lutte contre Daesh. Grâce à lui, l'État islamique a été vaincu. Bon, rien du tout, puisque déjà, il y a eu une coalition internationale qui est partie faire, et les Kurdes ont énormément fait dans cette lutte. Donc, venir s'attribuer les mérites d'un combat commun, d'une coalition, c'est quand même, surtout que la réalité du terrain, c'est que Soleimani et ses sbires, ils sont surtout allés pour massacrer des civils syriens pour garder Bachar al-Assad en place. Et pas parce qu'ils aiment particulièrement Bachar al-Assad, parce que la Syrie est devenue la plaque tournante de leur narcotrafic et de leur base terroriste. C'est de là où ils s'organisent pour envoyer ensuite aux Houthis, au Hamas, à machin. Donc en fait, on s'organise joyeusement en Syrie. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à chaque fois que c'est frappé, on frappe en Syrie, puisqu'on vient frapper les bases de la République islamique là-bas. Comment vous voyez l'avenir en Iran? Vous avez dit plusieurs fois que ça allait tomber. Ça va tomber. Ça va tomber parce qu'il n'y aura pas de marche arrière. Donc oui, ils ont calmé la rue à force de massacres, de viols, de mutilations. Ce que le monde a vu le 7 octobre, c'est le quotidien des Iraniens depuis 40 ans. On n'a aucune idée de la barbarie de ce que vivent les Iraniens. Malgré ça, ils continuent. Ils continuent à résister, ils continuent la désobéissance civile. Là, le 1er mars, il y a des élections qui ne servent à rien, puisque dans une dictature, les élections ne servent à rien. C'est pour, en gros, le Conseil des sages. Donc, c'est les ayatollahs qui doivent nommer le prochain guide suprême, qui sont censés le superviser. Enfin, une vraie mascarade. Et donc, les Iraniens ont dit « journée, no vote, rue morte ». Parce qu'ils ne veulent pas que la République islamique utilise les images de personnes dans les rues pour dire « vous voyez, on est légitime ». Les gens continuent à voter, ils se rendent au bureau de vote. Donc ça va être une énorme opération finalement pacifique. Mais encore une fois, pour montrer au monde, ce régime n'est pas légitime, nous n'en voulons pas. Et justement, je vous parlais de Soleimani, c'est qu'ils ont en permanence besoin de créer de faux héros. Sauf que ça ne prend pas avec les Iraniens. Ça ne prend plus. Donc ils sont obligés aujourd'hui d'aller chercher des Pakistanais, des Syriens, des Afghans, de les ramener à leur fête pour faire semblant, pour faire croire au monde. Mais ils sont fichus. Et il faudrait juste finalement une prise de conscience de l'Occident. Ce que fait Israël aujourd'hui, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des frappes ciblées contre des commandants du corps des gardiens de la révolution islamique. Il y a des messages qui sont passés aussi au peuple iranien en permanence via Instagram, via Twitter pour leur dire « on est avec vous, ne vous inquiétez pas ». Les Iraniens n'attendent que ça, se dire « l'Occident va nous dire à un moment, on a compris, on est avec vous ». Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'ils sortent et qu'ils se font massacrer, on a M. Macron qui serre la main d'Abdollahian, on a l'Europe qui refuse de les classer en terroristes. Donc en fait, on n'arrête pas de dire au peuple iranien, nous on s'en fiche en fait de ce qui vous arrive. On continue à les soutenir eux. On veut notre accord sur le nucléaire. On veut nos contrats de plusieurs milliards pour pouvoir arriver en Iran. Donc vous, c'est pas notre préoccupation. Mais il y a un moment, il va falloir qu'ils réalisent que la victoire des Iraniens, c'est la victoire de l'Occident. Oui, donc la complaisance, vous l'expliquez très bien. Et finalement, vous expliquez très bien aussi que le peuple iranien est le meilleur allié, le meilleur ami de l'Occident et également de la seule démocratie qui se trouve au Proche-Orient, c'est-à-dire Israël et des Juifs, finalement. Oui, parce qu'en fait, on est face à un peuple qui ne demande qu'une chose, c'est d'être allié à tout le monde, de vivre en paix, de ne plus financer le terrorisme, de ne plus vivre et de ne plus propager cette idéologie mortifère qui est en train de gangréner toutes nos sociétés. Et on ne les aide pas. On a quand même un peuple qui est acquis à nos valeurs, qui a les mêmes. En fait, penser que les Iraniens sont différents, qu'ils ont grandi dans un monde islamique qui est antinomique avec nos valeurs républicaines, c'est faux. Les Iraniens sont comme nous ici, sauf qu'ils sont beaucoup plus cultivés, beaucoup plus instruits sur la géopolitique et dès très jeunes finalement. La jeunesse qu'on voit ici complètement déconnectée de la réalité, qui comprend rien à ce qui se passe au Moyen-Orient, les jeunes en Iran comprennent tout. Et ils comprennent même les manipulations et les propagandes. C'est pour ça que ça ne prend pas. Donc pourquoi est-ce qu'on est en train de se priver d'un peuple si éduqué, si instruit, si laïque, si attaché aux mêmes valeurs que nous? On ne va pas les aider et on va continuer à soutenir leurs bourreaux et du coup financer notre propre destruction ici. Est-ce qu'il y a des liens alors peut-être Est-ce que vous savez s'il y a des tentatives de liens, puisqu'on a le Hamas qui tente de faire se révolter la rue? Est-ce que Israël a des liens avec le peuple iranien? Est-ce qu'il y a une tentative de, justement, peut-être là aussi jouer une carte?
Alors, aider, il y a soutenir? des liens, puisque sur les réseaux sociaux, par exemple, Tsahal a un compte Instagram Tsahal persan pour s'adresser directement au peuple iranien avec des généraux et des colonels. Alors, je ne suis pas très douée dans les grades Les de l'armée, grades. donc peut-être que je me trompe, Alors, je ne savais pas, ce mais qui compte sont a quel nom? iraniens. Pardon? Vous connaissez le nom du compte, vous vous en souvenez? Oui, c'est Tsahal Persian, je crois. D'accord. Et ils ont aussi un autre compte qui est géré par le ministère des Affaires étrangères israélien et qui s'appelle Israeli in Persian D'accord. et qui est donc géré directement par le ministère et qui a, je crois qu'ils ont 1 million d'abonnés Oui, ça et qui paraît... s'adresse uniquement aux Iraniens en iranien. Et je tiens à préciser, ce n'est pas de la propagande, ce n'est pas du lavage de cerveau, ce n'est pas là pour s'immiscer ou faire ingérence dans ce qui se passe en Iran. Parce qu'on aime bien nous dire, oui, c'est la main d'Israël et c'est la main des États-Unis. Les mecs qui se révoltent dans la rue en Iran, en fait, c'est parce qu'ils ont été endoctrinés. Sinon, tous les Iraniens sont conservateurs. Non, en fait, c'est un peuple qui veut se révolter. Et il y a des gens qui viennent leur dire, on vous entend, on vous voit. Si ça tenait qu'à nous, on les plomberait de sanctions. Donc, on leur explique en permanence, on est avec vous. On diffuse aussi des vidéos de ce qui se passe en Iran, des soutiens entre les deux peuples. Et les Iraniens, ils sont sensibles parce qu'en fait, on est seuls. On est seul au monde. Tout le monde se fiche de ce qui se passe en Iran. Les gouvernements occidentaux font fi. Ils massacrent à tour de bras. Ils pendent à tour de bras. Et on a un silence assourdissant des organisations mondiales. On a un silence assourdissant des présidents de l'Europe, aux États-Unis, au Canada. Et on a un peuple qui est là, et depuis le premier jour, qui n'est pas là par arrivisme, parce que, oh mince, on a été frappé le 7 octobre, viens vite, on se rapproche des Iraniens, parce que c'est les seuls qui nous comprennent. Non, non, non. Depuis le premier jour de la mort de Mahsa Amini, on a des activistes israéliens, on a des chanteurs israéliens qui ont pris à bras-le-corps notre lutte, et pas en demandant quelque chose mais qui qui ont sacrifié parfois même leur quotidien et leur vie. Par exemple, je pense à Emiline Tel Aviv, sur les réseaux sociaux, qui est très suivie, mais dès le premier jour, nous, on dit qu'elle est devenue iranienne. Et quand on a des gens qui comprennent notre douleur et qui sont avec nous, on va leur dire « Ah non, 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 je suis désolée, moi je suis pro-Hamas. Ah non, non, moi j'en ai rien à faire. Moi je suis anti-juive, j'aime pas les juifs. Pourquoi ?» Je pense qu'Israël a certainement mieux compris tout l'équilibre et les enjeux qui se trouvent au Moyen-Orient et dans la région, donc ils sont peut-être plus réactifs. Ils connaissent beaucoup mieux le peuple iranien. Déjà, il y a beaucoup d'Iraniens en Israël. Et ils ont une vraie connaissance de la culture iranienne et du mode de vie iranien, ce que les Occidentaux n'ont toujours pas compris ici. D'accord. Quel lien avez-vous... Comment ? Je parle des gouvernements, pas des peuples, bien sûr. Quel lien avez-vous d'ailleurs avec l'Iran ? Quel est votre lien ? Personnel ? Oui, personnel. Qu'est-ce qui vous lie à l'Iran ? Tout ce que je suis déjà, puisque moi j'ai une maman qui est kurde et un père qui est perse, donc je suis 100% iranienne. Mon père n'a jamais quitté l'Iran, donc il nous a mis à l'abri et il nous a dit je viendrai après. Il n'a jamais réussi à partir. Donc j'ai fait toute ma vie des allers-retours entre la France et l'Iran. J'ai parlé persan avant de parler français. À la maison, on parle persan. On mange persan, on vit persan. Donc en fait, l'Iran, c'est tout ce que je suis. Et c'est vrai que moi, j'ai cette double culture qui est totale et qui n'est pas antinomique, puisque finalement, ce que j'ai appris de ma culture iranienne va très bien avec ce que j'ai appris de ma culture française. Ça se marie très très bien. Les valeurs se rejoignent. C'est pareil, voilà. Et on est peut-être un peu plus strict du côté iranien sur certaines choses. Mais sur quoi alors ? sur l'éducation, sur la réussite scolaire. Il y a des choses qui sont un peu obsessionnelles chez les parents iraniens. C'est jamais assez. Et puis moi, par exemple, j'ai eu un bac +5 d'école de commerce. Et quand le jour où j'ai eu mon diplôme avec les félicitations du jury, mon père m'a dit « C'est bon, tu peux passer ton doctorat maintenant ?» Jamais, c'est pas possible, ça va jamais s'arrêter. Et en fait, oui, on est très proches finalement culturellement. Et à l'époque du Shah, qui parlait d'ailleurs un français parfait, les relations entre la France et l'Iran étaient magnifiques, et aussi entre les peuples. Et c'est dommage aujourd'hui de voir ce qu'a fait la République islamique et de l'Iran et du Moyen-Orient et des relations. Et d'ailleurs, le Shah l'avait dit. Si je tombe, l'Iran tombera, puis le Moyen-Orient tombera, puis le monde tombera. Et on est en train de voir que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors là, c'est une prophétie que j'espère fausse, mais en tout cas, le début ressemble assez à ce qu'il se passe. Et quand vous parlez, vous évoquez beaucoup d'espoir. Vous avez plusieurs fois dit ils vont tomber, ils sont déjà tombés, ils sont en train de tomber. Comment voyez-vous l'avenir de cette République
islamique en Iran et l'avenir de l'Iran tout court. S'il tombe, quid ? Nous, on est persuadés qu'ils vont tomber parce que ils n'ont plus aucune branche à laquelle se raccrocher. C'est plus de 90% du peuple iranien qui est contre eux. Alors ils tiennent parce qu'ils ont les armes et la violence, mais on ne peut pas tenir indéfiniment parce qu'on a les armes et la violence. On a besoin d'un soutien populaire, on a besoin de partisans, et c'est pour ça qu'ils vont les chercher ailleurs, leurs partisans, et qui tiennent autant grâce à leur proxy terroriste. Mais à l'intérieur du pays, ils sont finis. Bien évidemment, par la grande majorité des Iraniens qui ne sont pas spécialement croyants, pas spécialement pratiquants, qui veulent la liberté, la laïcité, la démocratie, mais aussi par les conservateurs qui, eux, sont beaucoup plus religieux, eux qui finalement, il y a peut-être encore quelques décennies, pensaient que Khomeini était un guide suprême, mais même cette tranche-là de la population se retrouve aujourd'hui à dire « Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ces gens-là ? On crève de faim, l'inflation est galopante, la pollution, l'air est irrespirable, ils tuent des jeunes, ils violent des femmes, ils violent des enfants. Mais c'est pas mon islam, ça. Moi, je veux pas être représentée. » Donc même cette partie, finalement, de la population s'est détournée d'eux. Donc aujourd'hui, ils tiennent grâce à leurs moyens financiers, parce qu'on double les salaires des Bassidji pour les faire tenir, pour éviter les désertions. On verse des salaires aux gens pour venir aux cérémonies. On leur distribue de la nourriture gratuite pour qu'ils aillent à la mosquée, parce qu'il n'y a plus personne qui va à la mosquée. Donc en fait, ils tentent tant bien que mal, mais ils sont finis. Et là, on se rend bien compte, puisque même Khamenei supplie les gens d'aller voter le 1er mars. Ils sont en train de lancer ils ont changé les vêtements des présentatrices télé pour les moderniser, leur enlever le tchador et mettre des choses un peu plus colorées. Tous les imams à toutes les prières à la mosquée disent « Si vous n'allez pas voter, vous n'êtes plus musulman, c'est une offense à Allah ». Les gens rigolent. Donc en fait, on se rend bien compte qu'ils sont conscients qu'ils ont perdu la bataille, que ça ne marche pas, que leur propagande ne prendra pas sur les Iraniens. Donc en fait, ils tiennent en se disant « Pourvu que la rue ne se réveille pas, pourvu que l'Occident continue à négocier avec nous et qu'on ne se mette pas demain à nous bloquer les comptes, à empêcher tout échange avec nous et qu'on ne vienne pas soutenir le peuple iranien. Parce qu'en fait, il suffit d'une étincelle pour qu'il bascule. Voilà. Et notre devoir à nous, en tant que diaspora, c'est de continuer sans relâche, nuit et jour, à dire aux dirigeants occidentaux, faites-le, pas pour nous, pour vos peuples. Parce que les prochains, c'est vous. Finalement, ce que vous expliquez, c'est que si et quand la République islamique d'Iran tombera, ça aura un impact direct sur l'Europe, sur toute cette propagande et cette nébuleuse islamiste, frériste, qui est maintenant propagée dans nos institutions, dans les partout, médias. Dans les médias. C'est partout. Littéralement partout, jusque chez ces intersectionnelles que moi je n'appelle pas féministes, que j'appelle intersectionnelles, elles ont fait le choix du communautarisme, elles ont fait le choix de défendre ces gens-là, finalement. Quel impact ça aura ? Et donc, est-ce que vous pensez, en effet, comme ce que je viens de dire, que ça aura donc cet impact-là, que ça va totalement changer la donne aussi en Europe ? Ça va tout changer. En fait, il va y avoir un espèce d'effet domino. Et déjà, premièrement, on sait que la faiblesse de l'Europe, c'est les matières premières. On n'a pas de matières premières. La France n'est pas riche de matières premières. Donc c'est ce qui fait qu'elle est souvent obligée d'aller à l'encontre de ses valeurs, d'accepter l'inacceptable. L'Iran, c'est un des pays les plus riches au monde en matières premières, pour ne pas dire le plus riche. Donc vous avez face à vous des gens qui sont prêts à collaborer avec vous, qui sont déjà prêts. Donc rien que sur l'aspect financier, les contrats, l'ouverture du marché, les échanges, c'est des milliards et des milliards. Donc là où Poutine arrive à nous mettre la pression en disant attention à votre gaz, attention à machin, c'est fini tout ça. C'est pareil pour l'uranium, c'est pareil pour le pétrole. On a un pays qui est un des plus grands au Moyen-Orient, un des plus riches, qui est prêt à collaborer avec vous. Et vous dites non, moi j'insiste, je veux continuer avec des terroristes. C'est quand même aberrant. Ensuite, sur ce qui est de cette idéologie mortifère, il faut savoir que le fer de lance pour finalement avoir des adhérents, c'est le conflit israélo-palestinien. Parce que ça a toujours été le seul conflit qui intéressait les Occidentaux. Tout le reste, alors on peut mourir par centaines de milliers au Moyen-Orient, ça fait ni chaud ni froid à personne. Si on a le malheur de le dénoncer, on est même des traîtres, donc c'est quand même une aberration totale. La seule chose qui a toujours intéressé les gens, c'est le conflit israélo-palestinien. Avec une vision hyper étriquée de la chose, avec des gens qui se battent pour dire non, moi j'ai une pièce de monnaie où il y a écrit Palestine, oui mais non, moi j'ai trouvé un truc où il y a... Donc en fait, non mais c'est... Objectivement, moi j'arrête pas de le dire, il y a un peuple palestinien, il y a un peuple israélien. On va ni exterminer l'un, ni exterminer l'autre. Donc il y a un moment, arrêtez, pardon, mais nous embrouiller l'esprit à savoir qui était là le premier et machin. Le principal, c'est qu'on trouve une solution pour que tout le monde puisse vivre là.
sans terrorisme, sans idéologie mortifère, sans extrémistes. Et le seul moyen d'aboutir à ça, c'est la fin de la République islamique. Parce qu'on avait quand même une Ligue arabe qui était en train de normaliser ses relations avec Israël et qui avait une condition, il faut régler la question palestinienne. Parce que, qu'on le veuille ou non, tous ces pays-là sont conscients que pour avoir la paix au Moyen-Orient, il faut la paix en Palestine, il faut un État palestinien, il faut trouver une solution à ce problème. Si ce problème est réglé, il n'y a plus rien en Occident pour régénérer la haine. Le meilleur moyen, là, aujourd'hui, qu'ils ont trouvé pour que les gens... D'ailleurs, on le voit bien, on fait une marche contre l'antisémitisme, tout le monde dit « Oui, mais Israël, ils sont en train de faire un génocide ». Nous, on parle des Juifs en France, on nous parle encore du Proche-Orient. Donc, les gens ont une obsession de ce qui se passe là-bas. Si ce problème est réglé, déjà, ça serait bien que ce soit réglé pour qu'on arrête de voir, en fait, depuis des décennies ce qui est en train de se passer. C'est la fin. Ils n'ont plus aucun levier pour continuer à alimenter l'antisémitisme. Ils n'ont plus aucun levier pour continuer à légitimer une quelconque... Parce qu'en fait, la fin de la République islamique, c'est la fin des Houthis, c'est la fin du Hezbollah, c'est peut-être même la fin de Bachar al-Assad, parce que s'il n'a plus les sbires de la République islamique pour massacrer son peuple, les Syriens, ils en ont marre. Donc il y a un moment, il faut aussi qu'on se rende compte qu'eux aussi, s'ils ont envie d'avoir une démocratie, ils ont le droit de l'avoir. Et c'est pour ça qu'en fait, ça n'arrange pas beaucoup de dirigeants de l'autre côté, parce qu'ils disent « Oh là là, il ne faudrait pas que ça nous fasse un effet ». Mais ce qui est sûr, c'est que ça va pacifier la région, que ça va ouvrir énormément de perspectives économiques et diplomatiques pour l'Europe. Et ça devient vital, en fait. Ça devient réellement vital. Vous êtes passionnée, Mona, vous êtes agitée par, on voit bien, un combat intérieur. Comment vous vivez, à titre personnel, tout ça ? C'est très difficile. Moi, c'est très dur, puisque ça fait 1 an et demi que tous les jours, j'écris sur des exactions, sur des meurtres, sur des assassinats, sur une barbarie sans nom. Voilà, Et donc, psychologiquement, c'est très dur, parce qu'en fait, à chaque jeune qu'on pend, qu'on tue ou qu'on massacre, je le vis viscéralement dans ma chair. Je compte plus le nombre de nuits où on n'a pas dormi de la nuit parce qu'on sait qu'ils allaient pendre à l'aube et qu'on espérait qu'un miracle se produise. Et bien évidemment, ce miracle ne se produit jamais. Donc, psychologiquement, on est tous détruits, en fait. Tous les Iraniens sont détruits. Mais l'espoir et l'amour de l'Iran fait qu'on tient, qu'on continue. C'est pas facile tous les jours. Moi, j'en ai perdu mon boulot. La vie est difficile au quotidien, mais la cause est là et c'est dans notre chair, quoi. C'est tout mon être est Iran. Et tant que je ne verrai pas ce peuple si méritant, si courageux, si fier obtenir la liberté qu'il mérite, on continue, quoi. On continue, on ne s'arrête pas. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup, je vous vois émue. Ouais. Ça m'émeut aussi et j'espère que vous serez entendus. Ouais. Pour ce 3e épisode du podcast Parole contre l'antisémitisme, que vous pouvez retrouver donc sur les plateformes Apple Podcast, Deezer et Spotify, et également donc sur le site de Radio RCJ, dans la rubrique RCJ Studio, et également dans les dossiers spéciaux et le DAB+, c'est-à-dire en numérique. Je vous dis à très bientôt et très bonne semaine à vous.